Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi. J'ai vu la vidéo de Gabriel Jesus qui chante l'hymne d'Arsenal à tue-tête sur le banc de touche en même temps que le stade, et j'avoue que ça m'a mis un peu les poils. Je me suis demandé pourquoi on aimait tant que les joueurs s'identifient au club dont ils défendent les couleurs. En soi, on m'a jamais demandé de me supporter corps et âme la boîte dans laquelle je bosse. On pourrait attendre des joueurs comme des employés modèles qu'ils fassent leur job et rentrent chez eux avant de revenir le lendemain. Une bonne journée au boulot, comme dirait l'autre. Et pourtant, on aime que dans nos clubs ou dans les autres, les joueurs s'identifient, se prennent de passion. Il y a évidemment ceux qui ont grandi dans le club, supporters depuis tout petit, rêvant de jouer pour les couleurs de leur club de cœur, c'est plus facile. Et encore, l'histoire ne se révèle pas toujours belle. Les mecs sont plus empêchés, trop d'attentes et de pression de la part des supes, il y a eu un bon paquet d'histoires qui ne finissent pas bien comme ça. Ce qu'on aime vraiment finalement, c'est un peu les enfants adoptifs. Ceux que rien ne prédestinait à se donner corps et âme pour un maillot et qui y trouvent une nouvelle maison. Pour différentes raisons, la ville, s'il y a une école internationale pour les enfants bien sûr, les valeurs du club, un coach, un groupe, ces joueurs seront toujours ceux qu'on préfère. Ils ne trichent pas. Si on accorde tant d'amour et de crédit aux joueurs qui aiment leur club, c'est tout simplement parce qu'on les voit comme nous. C'est pas évident à saisir pour ceux qui ne voient le football que comme un défouloir pour neuneux en manque de sensations, mais un club, c'est un peu comme la famille. La preuve d'ailleurs, c'est que je suis né avec un club et une famille. Le reste est venu qu'après. Alors ces joueurs qui respectent cette famille, peu importe le reste, ils seront toujours plus attachants que les autres qui rentrent dans ton salon, volent la vaisselle de mamie, chient sur la table, giflent ta mère, pour aller ensuite dans une autre famille et dire dans tous les médias: «Bordel, on est quand même vachement mieux reçus ici». C'est pour ça qu'un club, c'est pas une boîte normale. C'est pour ça qu'un joueur, c'est pas un employé normal. C'est pour ça qu'on préférera toujours celui qui s'arrache de la première à la dernière minute, qui salue les supporters, qui salue, pardon, pas qui salit, mais qui n'est pas hyper à l'aise avec un ballon, à celui qui vient prendre son chèque sans affect. Oui, c'est pas rationnel, car certains mercenaires vous feront gagner plus de titres. Oui, c'est pas rationnel, mais dans la passion et l'amour, pas grand-chose ne l'est. Quand on met un maillot sur son dos, quand on va dans un stade, quand on voit des darons de 55 ans insulter des gosses de 19 ans sur le terrain, quand on discute 8 heures d'un match qui est fini depuis 2 jours, quand on se prend dans les bras ou qu'on s'engueule juste pour le résultat d'un match, c'est pas rationnel. Quand on pleure, quand on rit, quand on passe une journée le ventre noué avant un match, quand on parle plus à personne le lendemain d'une défaite, c'est pas rationnel non plus. Dans un monde qui tente de rationaliser le football, on oublie trop souvent que la passion, la nôtre, n'est absolument pas rationnelle. Alors ce n'est pas rationnel de s'émouvoir pour des joueurs qui chantent l'hymne de leur club alors qu'ils sont payés des millions et partiront peut-être cet été, mais c'est comme ça. Rien n'est rationnel et c'est pour ça qu'on aime ce putain de jeu. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Poteau Carré. Le soleil est revenu, on va pouvoir mater les matchs en terrasse, l'Euro approche, mais nous, on continue à aller au chevet des clubs malades et pourtant, je vois personne nous applaudir au balcon. Pour le diagnostic du jour, j'ai décidé d'être accompagné de docteur Masmoudi. Bon, il est encore en études à 42 ans, mais c'est tout comme. Il a l'œil affûté et l'expertise nécessaire pour le patient du jour. Ça va, Bilal? Ça va bien, ça va bien. Je savais pas que tu avais invité sur le podcast mon père, le fameux docteur Masmoudi, urgentiste à l'hôpital Georges Pompidou, mais je suis très content en tout Merde, cas je moi savais d'être pas là. que... faut prendre le flambeau. Exactement, je vais le faire avec grand plaisir, surtout qu'on a un beau patient aujourd'hui en la personne du Celta de Vigo. Exactement. Avec lui, notre jeune interne, Zach, ça fait 10 ans qu'il a 12 ans, mais pareil, le talent nécessaire pour nous aider dans notre tâche du jour, ça va? Écoute, ça va très bien et figure-toi que j'ai eu le docteur Masmoudi, durant mes 5 années de fac, donc je le connais plutôt bien à force et c'est marrant que tu parles de l'amour, des joueurs pour leur club, aujourd'hui au moment où on enregistre parce que ce soir il y a un petit PSG Barça. J'espère que les joueurs vont montrer qu'ils aiment le club, surtout face au Barça, parce qu'on a des, Exactement, les gars, on a des choses à faire j'allais oublier. dire, j'allais justement le dire parce qu'on le fait plus du tout, mais comme on enregistre ce mercredi 10 avril et que Zach est là, on se fait un petit prono, les gars, pour le match de ce soir, parce qu'en plus, ça va être savoureux puisque quand l'épisode va sortir, le match sera passé, donc on aura le feedback. Zach, tu le vois comment, vite fait, avant qu'on commence l'épisode? Bah, écoute, moi je nous vois nous qualifier et j'ai envie de dire une grosse victoire au parc quand on sait que derrière au retour ça peut être plus compliqué, donc moi je dirais un petit, 3 buts à 1.
Et moi aussi, je vois le Bilal, toi PSG qui au-dessus. adores le PSG. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai cette particularité de supporter le PSG en Ligue des Champions jusqu'à la finale. Donc, ce soir, je serai supporter parisien et je vois une victoire du PSG 2-1. Il a besoin des Et points moi, ouais, UEFA pour Marseille. Exactement, tu as tout compris. moi, je vois un match un peu fermé, un peu fermé. Je pense que moi, je vois même ouais, 2-1 ou 2-2. Ouais. Petite victoire étriquée du PSG ou match Mmh. nul. Un 2-2, Mmh. Bon, on match verra, fermé, les quoi. gars. Ouais. Non, mais non, mais ouais, mais en vrai, je suis pas sûr qu'on se régale. Enfin, de toute façon, après les matchs d'hier, je pense qu'a priori, le retour à la Ça va être réalité dur. va être un peu rude. Mais je pense ça va pas être du hurrah football ce soir. Bon, bah voilà, on verra le résultat ce soir et vendredi, vous nous écouterez, vous vous foutrez bien de notre gueule quand il y aura eu 6-6 avec des buts de partout et une intensité de malade. En attendant, les gars, je vous propose qu'on aille se poser le cul en Galice parce que on va étudier un petit peu le Celta Vigo. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'un gros qui est tombé bien bas, mais plutôt d'un club qu'on aurait pu attendre plus haut il y a 5-6 ans. Direction donc la Galice, comme je vous l'ai dit, à la frontière du Portugal et la petite ville de Vigo, où après des espoirs européens, notamment à la fin des années 2010 et une belle construction, le club végète avec des résultats plutôt quelconques, voire cette saison se met en danger, les gars, avec une 17e place, seulement 3 points d'avance sur le premier relégable. On va revenir avant tout sur, comme on a l'habitude, sur cette ville, sur l'histoire des Ciels et Blancs, parce qu'il y a des choses à dire pour ceux qui ne les connaissent pas. Bilal, je te laisse enclencher. Yes, bah, déjà Vigo comme tu l'as dit, c'est une ville portuaire, qui est située en Galice, dans le nord-ouest, de l'Espagne, à la frontière du Portugal. C'est le moteur économique, de cette région, la Galice et c'est pas une petite ville d'ailleurs, hein, c'est, la 15e ville la plus peuplée d'Espagne. Je crois qu'il y a 300 000, habitants à peu près à Vigo. Donc voilà, c'est pas un petit, c'est pas Huesca, c'est pas Eibar. Pour l'histoire du club, en tout cas, c'est un club qui a été fondé en 1923 par un certain Antonio Bannon Lopez, un entrepreneur local qui voulait créer une opportunité pour les habitants de Vigo de pratiquer le sport. Le nom du club, donc le Celta de Vigo, est inspiré des Celtes qui ont habité la région dans l'Antiquité. Pour ce qui est plus footballistique, c'est globalement un club qui a peu de faits marquants, surtout en termes de titres, parce qu'ils n'ont jamais gagné le championnat d'Espagne. Ils ont fait 3 finales de Coupe d'Espagne, mais ne l'ont pas remporté. Ils ont gagné, je crois, 3 fois le championnat de deuxième division. Donc voilà, c'est globalement faible et pourtant c'est un club qu'on connaît, qui a su s'installer dans le championnat espagnol. J'ai vu un article là, de 98 qui parlait après une victoire face au Real du Celta de Vigo, qui en parlait en disant qu'ils occupaient la première place du championnat pour la deuxième fois de leur histoire longue de 75 ans à l'époque. Donc c'est dire à peu près ce que représente en tout cas le Celta Vigo sur le 20e siècle. On est parti d'ailleurs à la rencontre de Ruben de Ligue Actu. Je pense qu'il va vous en parler un peu mieux que moi. Bah, disons que c'est un club qui a été toujours un club qui a eu sa place dans le championnat parce que c'est un club effectivement qui pèse dans l'histoire, mais en même temps qui paradoxalement n'a jamais marqué le palmarès de la Liga. C'est un club qui en fait a l'habitude d'être en première division, qu'on voit voilà de saison en saison rester dans l'élite très souvent. C'est un club qui en plus voilà a moyen, on va dire, de se vanter depuis quelques années de sa rivalité avec le Déport, le Deportivo La Corogne, qui est en troisième division et qui pour le coup, est un peu en galère. Mais c'est vrai que ouais, le Celta, c'est un club voilà, historique, qu'on associe forcément à la première division, mais c'est pas non plus ce club qui a marqué les esprits avec les titres, en fait, simplement parce que c'est une équipe qui n'a jamais vraiment réussi, on va dire, à s'imposer en termes de victoire sur la longue durée. C'est une équipe qui est capable de faire de bonnes choses, qui est capable voilà, parfois même de surprendre. On sait que voilà, on parle souvent des matchs face au Barça par exemple du Celta qui sont très bons. C'est un exemple sur des petits, on va dire des moments plus ponctuels. C'est un club qui peut surprendre. Je pense qu'en plus, s'il y avait un bon moment pour le faire, c'était par le passé. Maintenant, avec voilà l'évolution du football qui n'est plus la même, la domination Barça, Madrid et Atlético, voilà, ça devient compliqué pour eux quand même de faire quelque chose. C'est un club qui reste là, mais qui souffre beaucoup quand même. Ouais. Voilà, c'est aussi une région, la Galice, qui est alors
à un degré moindre que la Catalogne ou le Pays Basque par exemple, mais qui a certaines revendications aussi indépendantistes. Donc on sent que le club, même si ça se manifeste pas forcément politiquement, c'est un club qui, ne serait-ce que sur ses réseaux sociaux, sur son site internet, utilise beaucoup le galicien. Donc le galicien, pour expliquer rapidement, c'est pour le coup vraiment un mélange d'espagnol et de portugais. Si vous parlez un peu les deux, voilà, la prononciation peut varier un petit peu, mais honnêtement c'est vraiment un mélange des deux langues. Donc c'est une identité dont ils sont fiers. Mais comme tous les clubs en Espagne sont fiers dès qu'ils sont d'une région, voilà, qui est un peu plus marquée identitairement. Donc voilà, il y a ce côté effectivement, le fait voilà, d'être fier de sa région qui se ressent quand même beaucoup et qui influe sur la région de Vigo, enfin Vigo et puis sa région de manière générale, sachant que bon, je sais pas si on en parlera rapidement, mais le Celta pour le coup, même si c'est un club qui a beaucoup de difficultés, c'est aussi une équipe qui recrute beaucoup localement et qui se sert beaucoup de ses jeunes. Voilà, donc Vigo, zone portuaire, mais aussi zone de football, même si c'est vrai que c'est pas forcément le premier endroit auquel on pense en Espagne quand on parle de foot, quoi. On remercie encore une fois Ruben de Ligue Actu qui nous a accordé de son temps. Et donc on comprend un petit peu mieux d'ailleurs ce qu'est Vigo et ce qu'est la Galice, cette région un peu particulière en Espagne. Enfin, comme toutes les régions espagnoles, c'est débile de dire un peu particulière, mais comme chaque région, elle a ses particularités. Et bien, on va revenir un peu sur les années 90 qui ont été une décennie importante pour ce club. Ouais, c'est ça. Dans les années 90, le Celta Vigo va vivre une période un peu plus faste. Lors de la saison 92-93, il remonte en Liga avec des joueurs comme Canizares, par exemple. On verra passer dans ces années-là dans le club des joueurs comme Makelele, Salgado, Bernard Lama, par exemple. Et ils vont se stabiliser dans la première moitié du championnat. Ils vont aller 3 fois de suite en quart de finale de Coupe de l'UEFA et perdent en 98 contre l'OM, en 99 contre le RC Lens et en 2000 contre le FC Barcelone. Ça représente quand même un renouveau certain de ce club-là, couplé à 2 finales de Coupe d'Espagne dans la même période, et surtout la première et seule qualification en Ligue des Champions en 2002-2003 qui arrivera. Et d'ailleurs, ils iront jusqu'en 8e de finale, une défaite face à Arsenal. Donc voilà, des années 90 qui les placent, on va dire, sur la carte du football espagnol. En vrai, ce qui est plutôt solide pour un club, même s'ils n'ont pas gagné de titre, etc., de faire 3 quarts de finale de Coupe d'Europe. Enfin, je connais pas mal de clubs français qui seraient contents d'avoir ne serait-ce que ça. Exactement. Et donc tu parlais justement de la qualif en LDC. Ce qui est le fait particulier de cette année-là, c'est que c'est la même année où ils descendent, Zach, l'année d'après. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un peu lié aux années précédentes. Ce qui est intéressant dans ce que disait Bilal, c'est qu'ils vont faire plusieurs parcours en Coupe d'Europe, mais grâce à une stratégie de plus recruter des joueurs étrangers, donc qui va marcher sur le moment, mais qui finalement, sur le long terme, va vider les finances du club et va un peu les éloigner de leur identité de base. Et donc, on va arriver à cette saison 2003-2004 où du coup, oui, ils se qualifient en LDC, ils arrivent en 8e contre Arsenal. Mais par contre, ils sont relégués, ce qui va plomber le club pour les années suivantes. Il va y On avoir l'a vu avec le Stade Rennais que la LDC demande beaucoup d'énergie. exact. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as un changement de président en 2006. Donc, c'est Carlos Mourinho qui va prendre la relève d'Horacio Gómez Araujo. Et Carlos Mourinho, il faut savoir qu'il était au conseil d'administration depuis 2003. Et bien, en fait, il était encore président il y a quelques mois. On verra ça après. C'est un vrai fan du Celta. Il est né à Vigo. Il a toujours été pour le Celta. Et d'ailleurs, il a toujours dit qu'il voulait un jour devenir président du Celta. Donc, pour faire son histoire rapidement, c'est un entrepreneur qui a. Et attends, Ouais. Zach, juste avant que tu enclenches du coup sur le nouveau président du Celta, je fais un petit rappel un peu didactique pour ceux qui nous écoutent, notamment peut-être ceux qui ont moins la vision des clubs, etc. Bien se dire aussi que même si c'était que les années 2000, les constructions des clubs étaient comme aujourd'hui. Et il faut bien se dire que les investissements qui ont été faits dans la saison d'avant, et donc de tailler un groupe pour jouer la LDC et de descendre cette année-là, économiquement, ça impacte forcément un club de manière très forte parce qu'en fait, c'est des salaires, etc., qui sont beaucoup trop hauts pour la deuxième division. Et donc, ça veut dire beaucoup de ventes de joueurs. Donc, en fait, quand le personnage que vous présentez, Zach, arrive, il faut vraiment partir sur un tout nouveau projet et un tout nouveau cycle. Bah ouais, exactement, Jules, tu l'as très bien dit, parce que quand Mourinho arrive, il doit tout simplement effacer une dette de 84 millions d'euros. Donc les finances du club sont dans le rouge. Et ça a été laissé par la présidence sortante, hein, comme c'est souvent le cas. Et donc pour revenir sur Mourinho, c'est un entrepreneur.
qui a investi vraiment dans plein de domaines, que ce soit l'aéronautique, les transports, les énergies. Donc, il sait quoi faire pour relancer le club et il va partir sur une stratégie très assumée. C'est qu'il va tout de suite le dire aux supporters, nous l'objectif c'est pas la remontée en Liga dès la première saison, ça va être de repartir sur des bases solides en s'appuyant sur une identité, sur un centre de formation et c'est ce qui va très bien faire, c'est que finalement le club va rester en D2 assez longtemps. Ils vont y rester entre 2007 et 2012, donc une période interminable pour les supporters. Ça va pas mal diviser les supporters. D'ailleurs, le Balaidos va progressivement se vider, notamment en 2008, où là, ils frôlent la catastrophe. Par contre, là, ils sont vraiment au bord de la relégation en troisième division. Donc, ils parviennent à se maintenir. Et il y a toute cette période donc de reconstruction qui va mener jusqu'en 2012 et la remontée. Et parallèlement, au-delà du sportif, c'est que le projet va porter ses fruits. Quand tu parles de période de reconstruction, Zach, c'est que est-ce que du coup, même si comme tu dis, il frôle la catastrophe et qu'il végète en Segunda B, est-ce que ça veut dire qu'il entreprend des Ouais, choses dans le club? Ça bah veut en dire fait, j'allais y qu'il venir, met des ouais. moyens, par exemple, dans le centre de formation, et cetera? Tu viens? OK, désolé. Ouais, donc ouais, pour revenir là-dessus, il va bien relancer le club déjà économiquement. Alors ça arrive un peu après, mais entre 2014 et 2020, par exemple, le club va faire un bénéfice de 81 millions d'euros. Donc Mourinho parvient totalement à Il effacer la récolte, dette. Ouais. il récolte les fruits de ce qu'il a semé justement dans ces périodes de vaches maigres en Segunda B. Ouais, exactement. Et en fait, bah, plus les années passent, plus tu vas avoir des joueurs bah, du centre de formation faire leur trou. Tu as notamment Santi Mina, Bryce Mendes, Ruben Blanco, une nouvelle génération qui est accompagnée de produits locaux qu'on connaît aussi, notamment le fameux Iago Aspas, toujours en place aujourd'hui, et avec des Denis Suarez, Hugo Mayo, et qui vont redresser le club et qui vont faire que le Celta va se réinstaller comme un club de Liga, et notamment sous l'impulsion de Luis Enrique en 2013, et pour après se stabiliser et finalement jamais surperformer, mais toujours se maintenir et jamais être dans le rouge. Une situation du coup à laquelle on arrive aujourd'hui. Ouais, il y a un truc qui est marrant en plus, par rapport à ce que tu dis, Zach, c'est que, dès la première saison de son mandat, le club descend, alors qu'ils étaient en coupe de l'UEFA. Donc, déjà, le club descend, ils sont à la limite de descendre en 3e division. Tu l'as dit, il y a plein de dettes et lui, il va mettre en place, une stratégie du coup pour remettre, les dettes, on va dire, enfin remettre la situation économique d'équerre typiquement en juin 2008, le club entre en ley concursale. C'est un processus au cours duquel un contrôleur judiciaire vient prendre les commandes du club et réduire au minimum les dépenses. Lui, de son côté, il va négocier avec le Trésor pour réduire la dette à 20 millions, remboursable d'ici 2020. Et à côté de ça, il va développer le centre de formation, la Madroa, comme tu le disais, qui a porté ses fruits depuis. Et on note par exemple en 2017, c'est le 13e club à compter le plus d'anciens pensionnaires de son centre de formation dans les 5 grands championnats. Donc c'est dire le travail qui a été mené de la part de Carlos Mourinho. Et du coup, réduire les dépenses au maximum, développer le centre de formation, investir. Ça, je pense que tu en parleras un peu plus tard lors de ta chronique, Zach. En 2019, par exemple, il y a aussi une règle de 60% de joueurs qui doivent être formés au club, une règle qui l'instaure. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important pour lui, qui est un homme de Vigo, qui s'est développé au Mexique, où il a réussi à faire fortune, et qui est revenu dans sa ville natale, et qui justement remet au cœur du projet les hommes de la région pour se développer, et par bien d'autres façons que tu vas évoquer. Et donc, manuel parfait de reconstruction d'un club, mais tout n'est pas toujours simple, et on va le voir dans ta chronique, Zach, où en fait, pour arriver là, Mourinho, il a quand même un petit peu galéré. Ouais, c'est ça, Jules. Alors, bah, on le verra après, mais si Carlos Mourinho n'est plus président du club à l'heure actuelle, dans sa quête de stabilité, il a laissé au Celta un dernier cadeau pour les prochaines décennies, le Galicia Sports 360, un centre de formation à 90 millions d'euros, à la pointe de la technologie. Du moins un projet, puisque seule la phase 1 du centre a été inaugurée. Au-delà d'un centre de formation, le projet celtique est de mettre au jour une cité sportive qui profitera à tout le sport galicien. Afutesa, comme il est surnommé par les supporters, est le symbole parfait de la stratégie axée sur la formation du Celta. Il est localisé à Mos, une petite ville de montagne à seulement 10 km de Vigo. Alors d'abord,
Alors d'abord, le club a fait appel au cabinet d'architectes galiciens Irisari et Piñera. La phase 1 du centre a été inaugurée en novembre 2020. Elle compte 3 terrains, un gymnase, une salle de presse, des vestiaires et des bureaux. Je vous invite vraiment à aller voir des photos pour vous rendre compte de la modernité des lieux. Et la phase 2, elle, est bien plus conséquente. Elle prévoit l'inauguration de 2 stades de 10 000 et 4 000 places, mais aussi des espaces commerciaux, des piscines ou des cours de tennis. Et ce qui est intéressant, c'est que le club veut également s'affirmer comme un leader de la tech et de la recherche sportive. C'est pourquoi une université sportive et des espaces réservés aux startups dans la recherche du sport verront le jour. Et le Celta, pour le faire, c'est notamment inspiré du tremplin Jambon à Paris ou de ceux de Londres et de Berlin. Alors la modernité d'Afutessa, elle se trouve aussi dans sa durabilité. Le centre est d'abord censé créer plus de 1500 emplois et il a été pensé avec de grands espaces ouverts pour mieux se fondre avec l'environnement qui l'entoure. Et aussi, les étangs serviront de réserve d'eau renouvelable pour l'entretien des pelouses. Alors ça, c'est un peu la version idéale qu'on nous présente. C'est surtout le discours du Celta et de la ville de Mos qui défendent le projet, mais pas celui des riverains alentours. Plusieurs villages comme Pereiras et Tamega se sont opposés au projet, soutenus également par de nombreuses associations. Ils craignent qu'une telle urbanisation ne vienne affecter les forêts et les villages autour et serve de prétexte à la construction d'autres espaces commerciaux à l'avenir. Plusieurs vétos ont donc été mis à l'encontre du projet, ce qui a retardé son avancement de plusieurs mois, et les architectes ont dû trouver des compromis pour le mettre à bien, mais certains aspects coincent encore. Un rapport présenté en novembre 2023 a remis en question la disponibilité des ressources en eau nécessaires à l'autonomie du centre, et le Celta, lui, s'est voulu rassurant en garantissant que tous les projets urbains comportaient des problèmes de ce type, et a promis d'apporter une réponse claire sous peu. Un obstacle donc à surmonter pour le club qui sera peut-être le dernier d'une longue série. Car avant de se mettre à dos les riverains et les ONG, c'est avec le maire de la ville de Vigo que les relations sont tendues. Ce dernier, Abel Caballero, a été vexé de voir le Celta construire son Galicia Sport 360 hors de Vigo, alors que la ville verse 300 000 euros par an à la fondation Celta. Une raison qui, selon Carlos Mourinho, est la cause du retard pris notamment sur les travaux du Balaidos et des sommes astronomiques que celle-ci coûte. Car oui, le stade appartient bien à la ville qui a refusé de le lâcher au Celta. Malgré toutes ces querelles politiques causées par le Galicia Sport, ce dernier devrait bien voir le jour sous peu. Reste encore à régler le problème de l'approvisionnement en eau pour enfin terminer la phase 2 du centre. Et si la date d'officialisation reste encore floue, le Celta se rapproche de son objectif, être un leader dans la formation et dans la recherche sportive. Donc, comme tu disais, Bilal, tout à l'heure, le club se rapproche désormais de Bilbao ou de la Sociedad, puisque 99% des joueurs de ces équipes de jeunes viennent de Galice. De quoi assurer un vivier de qualité à l'équipe première ces prochaines années. Ouais, donc on comprend un peu mieux aussi l'ambition de notre ami Carlos Mourinho qui met en place des projets, on va dire, très, enfin, énormes finalement pour ce club-là. Donc encore une fois, on comprend mieux que la situation sportive ne plaise pas aux dirigeants du club et aux joueurs. Ouais. Avant de s'intéresser, on va dire, à la situation actuelle et pourquoi on en est arrivé là, à cette saison-là avec le Celta Vigo, on va revenir sur un des faits marquants du mandat de Carlos Mourinho, qui était certainement l'épopée avec Berizzo en 2017 avec ta chronique, Bilal. Yes, j'ai décidé de vous parler d'Eduardo Berizzo, un coach qui aura grandement participé au changement de dimension du Celta Vigo entre 2014 et 2017. Déjà, il rentre dans une vision de la part du directeur sportif de l'époque, Miguel Torrecilla, dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs. Arrivé en 2009, il va grandement participer à la reconstruction du club avec peu de moyens. Dans un club qui historiquement est plutôt connu pour sa hargne et sa combativité sur le terrain, il va essayer d'amener des coachs adeptes d'un jeu plus léché et offensif. Déjà en 2013, il attire Luis Enrique, qui réalisera d'ailleurs une plutôt bonne saison avec le club en finissant 9e, mais celui-ci ne résistera pas évidemment aux sirènes barcelonaises et on sera tous unanimes, vu la suite de l'histoire, pour dire qu'il a bien fait. La suite sera donc confiée à Eduardo Berizzo. Alors, Eduardo Berizzo, c'est un ancien défenseur plutôt rugueux qui a joué entre 2001 et 2005 au Celta Vigo, donc il connaît la maison, mais aussi il aura réalisé dans sa carrière un court passage à l'Olympique de Marseille d'une seule saison, et c'est pas son seul point commun avec l'Olympique de Marseille d'ailleurs. Eduardo Berizzo est un autre de ses nombreux fils spirituels de Marcelo Bielsa. Il a une longue histoire avec lui. C'est Marcelo Bielsa qui, en 1980, alors qu'il est entraîneur des moins de 14 ans des Newell's Old Boys, va repérer le jeune Eduardo et le ramener à Rosario avec lui, lançant ainsi sa carrière de footballeur. Mais c'est aussi lui qui lui mettra le pied à l'étrier à la fin de sa carrière de joueur en lui proposant de rejoindre son staff au sein de la sélection nationale du Chili.
Entre 2007 et 2010, il vit tout avec Marcelo Bielsa et développe ses compétences aux côtés de celui qu'il considère comme un modèle. Il finira par voler de ses propres ailes pour une première expérience peu fructueuse au sein du club d'Estudiantes de La Plata. Il va assez vite rebondir au sein du club chilien d'O'Higgins et c'est là-bas qu'il marque les esprits pendant 3 ans en allant gagner le premier tournoi d'ouverture et la première Supercoupe du Chili de l'histoire du club. L'heure est donc venue au grand saut et direction le Celta Vigo lors de la saison 2014-2015. Pendant que Luis Enrique rafle tout avec le Barça, lui met ses idées en place et installe le Celta Vigo dans le top 8 de la Liga. Et avec la manière, il va mettre en place son 4-2-3-1 ou son 4-3-3 avec une volonté de dominer l'adversaire quel qu'il soit. Son équipe marque beaucoup et développe un jeu offensif où les dédoublements et les centres sont en nombre, l'agressivité sur les seconds ballons est reine et le jeu direct privilégié. Une idée de jeu ambitieuse qui a ses défauts défensivement et qui est très exigeante physiquement. Un vrai disciple de Bielsa, on a dit. Bref, une 8e place la première saison, une 6e la deuxième et surtout la qualification en Europa League pour la saison 2016-2017. Une saison qui sera d'ailleurs plus compliquée en championnat. On l'aura compris, souvent, le Celta Vigo a du mal à gérer championnat et Coupe d'Europe. Mais ce parcours en Europa League reste historique pour le club. Le club finit deuxième de sa poule derrière l'Ajax Amsterdam et va affronter un premier gros morceau en la personne du Shakhtar Donetsk en 16e de finale. Et après une défaite à l'aller au Balaidos 1-0, c'est Iago Aspas qui va inscrire un penalty à la 90e minute au retour pour finalement voir les bleus ciel et blancs aller l'emporter en prolongation. Une victoire qui lancera une série vertueuse pour le Celta Vigo qui ne connaîtra plus la défaite jusqu'en demi-finale. Porté par Iago Aspas, auteur de 5 buts sur la compétition, Daniel Vaz et autres Hugo Malo, le Celta Vigo va battre aller et retour le club russe de Krasnodar, puis se charger du club belge de Genk, d'un tout jeune Leandro Trossard, en quart de finale. Direction donc la première demi-finale européenne de son histoire face à Manchester United. Malheureusement, cette fois, la marche sera trop haute et le Celta Vigo s'inclinera d'un petit but d'écart face au futur vainqueur de la compétition. Une performance historique pour le club qui gardera la trace indélébile d'un coach, Eduardo Berizzo. Celui-ci finira par quitter le club en fin de saison afin de prendre la place d'un autre disciple de Bielsa, Jorge Sampaoli, au FC Séville. Mais son Celta Vigo aura en tout cas laissé une marque importante dans l'histoire récente du club. Ok, merci Bilal. Ça nous ramène à une époque que certains auront peut-être oubliée, mais qui montre que le Celta Vigo a eu, à cette période-là, entre guillemets, aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire notamment un club plutôt ambitieux qui pourrait se qualifier en Europe très souvent. Finalement, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait aussi pour une raison, et Berizzo en est un peu le symbole. C'est le dernier, on va dire, coach un peu stable de cette équipe-là, avant un peu une valse des entraîneurs depuis Bilal. Ouais, bah, Eduardo Berizzo, depuis, en fait, il y a eu 9 coachs, en comptant Claudio Giraldes, qui est le nouveau coach depuis 2 matchs. Il y a eu 9 coachs en 7 saisons. Donc ça montre bien quand même l'instabilité dans laquelle vit ce club depuis, une instabilité même au niveau organisationnel. Et je pense que ça va être intéressant de se plonger sur les 2 dernières années, sur le rôle qu'ont pu avoir par exemple à Luis Campos, Carlos Mourinho aussi. On peut aussi juste parler un petit peu du classement sur les 5 dernières années. Depuis, sur les 5 dernières années, le Celta Vigo, pour qu'on mesure un petit peu l'état du club, ils font 2 fois 17e, dont une fois à 1 point de la relégation, l'autre fois à 4 points de la relégation. Ils font 8e et 11e, donc ventre mou. Et la saison dernière, ils finissent qu'à 3 points de la relégation. Donc c'est un club qui, depuis 5-6 saisons, est clairement au bord du gouffre. Et ça vient aussi de cette instabilité au niveau des coachs. Et on va en parler peut-être un peu plus de tout ce qui se passe au-dessus. Bah, on va même en parler tout de suite parce que en fait, pour comprendre ce qui s'est passé, parce que on va dire que là, quand on a remonté le fil, on prend, allez, pendant, on va dire, une dizaine d'années, une reconstruction saine avec des choses, on va dire, stables qui se passent. Alors, bon, c'est pas délirant, mais ça se fait bien jusqu'à se qualifier en Europe, etc. Et là, ça se barre complètement en couille, entre guillemets, où ça peut faire 17e une saison, 11e la saison d'après. Donc, moins de stabilité. On le sait, nous, maintenant, depuis qu'on bosse sur les équipes, etc. Très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de hasard. Souvent, quand ça bosse bien, tu as des résultats qui sont assez stables, assez équivalents d'année en année. Il y a des progressions ou pas, mais en tout cas, on reste dans les trucs. Quand ça fait les montagnes russes, c'est qu'a priori, c'est le bordel un peu en interne. Est-ce que là, pour le coup, c'est le cas? Est-ce que c'est le bordel en interne avec des personnalités comme Mourinho et Campos? Alors, Bilal, tu diras ce que tu en penses, mais finalement, j'ai pas tant l'impression que ça déjà au niveau de la présidence, parce que Mourinho, il a été quand même là jusqu'en 2023. Il y avait une certaine stabilité, il a quand même passé 17 ans au club, et là, c'est sa fille, Marianne Mourinho, qui a repris et qui a pris le relais en décembre.
Donc elle est au club aussi depuis longtemps. Elle a géré le département marketing en 2005 et 2009. Et d'ailleurs, ils ont aussi refusé une offre d'investisseurs américains qui ont jugé la demande de 200 millions bien trop haute. Mais là où on peut peut-être s'attarder, c'est sur tout le côté direction sportive, choix d'entraîneur, comme disait Bilal. Et on peut peut-être arriver à Luis Campos, qui là, pour le coup, marque un peu cette instabilité des dernières années. Bah, alors, il y a un truc, moi je suis pas forcément d'accord sur le niveau de en fait de Carlos Mourinho. Je m'explique, c'est que, oui, il y a une stabilité, mais il y a eu quand même quelques affaires où, bah, il est surnommé El Salvador, hein, par les supporters, mais ça fait, j'ai l'impression, quelques années que sa gestion est peut-être moins intelligente. Il y a 2 affaires, qui ont eu lieu sur les dernières saisons qui sont quand même, un peu symptomatiques. Il y a déjà l'affaire autour de Ouais. Santi le président, donc Carlos Mourinho, est proche de ses agents et le Celta va signer Santi de Valence, alors que lui, il est au cœur de plusieurs affaires judiciaires. Les agents voulaient assurer que c'est des mensonges, qu'il y a une tentative de chantage derrière tout ça. Au final, en mai 2022, Santi il est condamné à 4 ans de prison ferme pour agression sexuelle pour des faits remontant à juin 2017. À ce moment-là, Carlos Mourinho, il va faire une conférence de presse, s'excuser platement auprès des supporters, dire qu'il a fait une erreur, etc. Sauf que en août 2022, quelques mois après, Santi il est prêté en Arabie Saoudite, pays avec lequel aucun traité d'extradition n'existe avec l'Espagne. Et depuis, la condamnation a été confirmée. Le contrat de Santi a fini par être résilié par le Celta Vigo, mais l'attitude de Carlos Mourinho sur ce coup-là laisse quand même songeur. Et il y a aussi un autre cas, c'est Denis Suarez, pareil, enfant du club. En août 2022, il va convoquer les journalistes et il va descendre littéralement Denis Suarez, le traitant de traître, qui joue la victime, qui refuse les offres proposées par le club, enfin pas par le club, par d'autres clubs qui seraient plus intéressantes financièrement pour Denis Suarez. Le fond du problème en réalité, c'est que le président lui reprocherait d'avoir servi d'intermédiaire dans le transfert d'un jeune du centre de formation du Celta Vigo, un certain Brian Bougarine, et d'avoir empêché dans l'affaire entre 40 et 50 000 euros. Et Denis Suarez, lui, se défend de tout ça, mais il sera assez vite mis à l'écart du groupe professionnel pour finalement partir en prêt. Mais toutes ces affaires, au final, elles montrent que on a l'impression qu'il y a des affaires extrasportives qui ont commencé à débarquer, qui ont éloigné un petit peu le président du sportif globalement. Et on va revenir aussi à Luis Campos. Le choix de Luis Campos, il est sûrement judicieux, mais c'est marrant parce que Luis Campos, son point fort, ce pourquoi on considère que Luis Campos est un directeur sportif brillant, c'est qu'il va chercher des profils presque inconnus parfois et il les transforme enfin en tout cas il leur permet de se développer et il leur permet aussi il permet au club de réaliser des plus-values. Et lui, il est passé de mars 2022, je crois, à décembre 2023, on va y revenir, mais au final, tout ce qui fait le point fort de Luis Campos, on l'a pas vu. Même la presse espagnole était plutôt vindicative à son sujet en disant que bah voilà, que au final on sait même pas ce qu'il a fait exactement. Déjà, c'est une infamie à la base le concept même d'être directeur sportif dans 2 clubs à mon sens, hein, parce que je pense que personne n'a envie que son directeur sportif soit directeur sportif d'un autre club. Mais voilà, du coup, je pense que au niveau du sportif, il y a peut-être des choses qui vont arriver avec un nouveau cycle et on va en parler avec la fille du coup de Carlos Mourinho, Marianne, et du coup le nouveau directeur sportif donc, qui a un profil assez intéressant. Mais du coup, par rapport à tous ces éléments-là, tu sens que bah, il est quand même âgé, Carlos Mourinho, hein. Il a 80 ans maintenant, je crois. Donc tu sens qu'il y a peut-être une fin de cycle aussi à son niveau, qu'il a développé plein de projets, mais que voilà, les choix qui ont été faits en termes de directeur sportif et de coach bah, ne sont peut-être pas les bons ces derniers temps en tout cas. Et ouais, c'est assez intéressant ce que raconte Bilal, parce que je trouve que ça éclaire aussi le personnage qu'est Mourinho, parce que on peut aussi se dire, ce qui est pas exclu, que c'est potentiellement aussi un mec qui s'est vu trop beau. Quand on voit les espèces de projets qu'il a développés, que tu développais dans ta chronique, Zach, quand tu vois les choix personnels, on va dire entre guillemets, quand tu vas en bras de fer d'ego avec certains joueurs, certains médias, avec le maire, etc., tu peux dire que peut-être que il a pris un peu le boulard, notre ami Carlos, à un moment, Ouais. et qui s'est vu plus beau qu'il ne l'était, et c'était un peu au préjudice du club et donc de la stabilité sportive du club. Avant de voir du coup et de s'intéresser à ce nouveau cycle qui est tout récent en fait, qui est tout jeune avec sa fille, on revient les gars sur le petit mandat de Campos dont vous avez parlé 2 secondes, parce que c'est vrai que c'est quand même assez nébuleux cette histoire-là. Personne n'a trop compris ce qu'il était allé foutre là-bas, et d'ailleurs est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il a foutu là-bas?
Ouais, ouais, bah, déjà, c'était intéressant ce que tu disais, Bilal, parce que moi, j'étais un peu resté sur la réussite économique de Mourinho, du coup, mais c'est vrai que des histoires comme Santimina, ça montre quand même que ça peut pas marcher si en plus de ça, tu es impliqué dans des trucs, dans des histoires comme ça. Et là, pareil, c'est un peu ce qui s'est passé avec Campos, c'est que tu prends un directeur sportif qui va avoir deux jobs en même temps. Et en plus de ça, avec le PSG, donc qui demande quand même énormément de travail, bah, ça a joué des tours aux deux clubs, hein, tout simplement. Et comme tu le disais, ouais, la presse espagnole a beaucoup critiqué ce choix, et surtout Campos, qui en fait a fait deux mercatos avec Vigo, enfin totalement ratés, totalement inexistants. Bah, comme tu l'as dit plus tôt, déjà la saison dernière, le maintien s'est joué de peu. Il en est en partie responsable. Et cette saison, c'est pareil, et c'est encore pire. Ils ont réalisé leur pire début de championnat depuis plus de 80 ans. Donc ça montre à quel point là, la stratégie n'a pas été payante du tout. Et ouais, c'est que Campos n'a pas su apporter ce qu'il sait faire habituellement. Et de toute façon, même quelqu'un comme Luis Campos, tu lui donnes deux jobs à la fois, il peut pas réussir, quoi, tout simplement. Sachant que je rappelle aussi que tu as quand même eu, tu dis cet été, même pour les supporters de Vigo, et tu peux comprendre comment ils le vivent. Avec ce que Bilal a rappelé, tu as quand même le transfert libre de Denis Suarez, qui est quand même un enfant du club. Tu as Ravi Galan, qui était quand même un latéral assez important et un vrai pilier du club, qui s'est barré aussi pour 5 millions à Atlético. Tu as Gabi Vega, qui était la Ouais. pépite machin, qui part en Arabie Saoudite. Tes supporters de Vigo, je peux comprendre que tu as un peu le mort sur le mercato d'été et sur le début de saison. Bah, c'est un peu ce que j'allais dire. J'allais parler de ce mercato d'été parce que finalement, c'est un peu le juge de paix de ce qu'il a pu réaliser Campos depuis qu'il est arrivé. C'est le moment où il est censé être en train d'agir. Et bah, globalement, bah, il va prendre Bamba gratuit. C'est plutôt un bon coup, ça en Ouais, réalité. Hein. Et carrément. d'ailleurs, il réalise plutôt une bonne saison. Mais voilà, on n'a pas senti cette patte-là. Par exemple, tu as un joueur qui s'appelle Tassos Douvikas, pardon, qui a été recruté pour 12 millions et qui, globalement, qui est un flop au club. Il est parti chercher Vicente Guaita, qui est le gardien qui a, je crois, 37 ans, qui est globalement, qui est titulaire, mais qui est très faible, très honnêtement, cette saison, alors qu'il a une carrière, il est passé par plein de clubs en Espagne. On n'a pas senti cette patte d'aller chercher des petites pépites à développer parce qu'il y a la place en réalité, hein, quand tu regardes même l'effectif. Je pense qu'on va parler aussi du fit avec le jeu de Rafael Benitez et même plus peut-être plonger sur ça. Mais c'est vrai qu'on a Luis Campos, c'est une vraie énigme. Et c'est pas du tout une réussite. Et je pense qu'il a voulu remettre en place un nouveau cycle, mais que ça a été un raté avec la double casquette de Luis Surtout, Campos surtout qui rend les choses là où impossibles. Là où tu as raison, c'est qu'on voit pas trop sa patte parce qu'en vrai, tu regardes Bah, cet c'est tout été, je l'inverse. regardais vite fait, je pense que la moyenne d'âge des joueurs qui arrivent, je pense qu'ils ont entre 26 et 27 berges. Mm. Alors que pourtant, en effet, on va se dire que le projet Campos Benitez Celta Vigo, il était assez sexy sur le papier. Mais bon, on peut dire qu'on assiste un peu à une grosse plantade. On va revenir du coup sur cette saison plus en détail. Je propose, les gars, avant qu'on revienne en détail sur la saison et notamment sur le projet de jeu qui n'a pas pris et qui a mis en place avec Rafa Benitez, qu'on en revienne à ce fameux nouveau projet dont vous nous parliez avec la fille de Mourinho qui revient à la charge et ce nouveau directeur sportif, parce que c'est ça qu'on va expliquer là au fur et à mesure des 10 minutes là qui viennent sur cette saison-là, c'est qu'on espère que le Celta va pas descendre parce que ce nouveau projet semble être plutôt intéressant sur le papier. Ouais, bah, avant, effectivement, faut en parler de ce nouveau projet, mais avant ça, je pense faut évoquer un monsieur, c'est Benitez, qui du coup est arrivé cet été, qui vient d'être limogé il y a 2 matchs. Et bah, déjà, le choix Benitez peut s'entendre, hein, ça reste un très bon coach, mais c'était un bon coach il y a longtemps aussi, il faut le dire, hein, parce que depuis, je sais pas, peut-être Chelsea, sa coupe de l'UEFA gagnée, heu, il n'a pas eu de grandes réussites. Il est passé à Naples, ça n'a pas été incroyable. Au Real, il se fait virer assez vite. À Newcastle, il les fait remonter. Il réussit, enfin, il les empêche pas de descendre. Enfin, ils descendent et il les fait remonter. Mais c'était pas non plus. Après, il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, évidemment, hein, mais c'était pas non plus extraordinaire. Avec Everton, bon, je sais pas si quelqu'un en garde des bons souvenirs. Mais voilà, du coup, globalement, ça fait quand même une dizaine d'années que c'est pas un coach majeur. Après, c'est un coach qui peut peut-être développer un projet, mais il y a un truc qui est marquant sur son cycle, c'est qu'il a 50% de défaites au club. 50% de défaites au club. Pour dire 50% de défaites au club, il y a un seul coach qui a fait pire que lui depuis 2010.
c'est un coach qu'on connaît en Ligue 1, c'est Miguel Cardozo, celui qui était passé à Nantes avec son beau veston là. Du coup, voilà, c'est te dire un peu le niveau de ce qu'a proposé Rafael Benitez sur la période. À son départ, ils ont 2 victoires en 9 matchs. Donc ils sont clairement, ça va clairement pas bien. Il y a pas de sentiment de remise en question en tout cas. Lui, personnellement, resté sur 1 an et demi sans coacher aussi. Donc en fait, il y a des éléments où ça paraît être une bonne idée, mais ça l'est pas du tout. C'est la 4e pire défense de Liga aujourd'hui. Alors qu'on sait que Walter Benitez, Rafael Benitez, c'est quand même un coach qui à la base est connu pour sa science tactique, pour sa rigueur, pour tous ces aspects-là. Et il prend le Celta Vigo. Ça a été une équipe plutôt plaisante d'ailleurs, son Celta Vigo. On l'a vu, il y a un match qui est symptomatique de tout ça d'ailleurs, c'est par exemple le match face au Barça. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais le match face au Barça, il mène 2-0 jusqu'à la 79e minute, je crois. Et ils se prennent 3-2 de la 80e à la 89e. Et c'est en fait c'est le symbole de ce qu'a été cette équipe du Celta de Vigo sous Benitez. Ça a été une équipe qui prenait beaucoup de buts, qui mentalement était faible, mais qui à côté de ça en fait était capable de produire du jeu et d'être assez intéressante offensivement. Ouais, ce que tu nous expliques, c'est que Benitez, c'est sexy sur le papier, mais en fait, ça commence à faire une quinzaine d'années que Benitez, c'est sexy sur le papier. Il va falloir avoir des résultats à un moment parce que le mec, C'est il ça, vit quand même sur un héritage. exactement. C'est magnifique. Bravo pour le travail à Valence, bravo pour le travail à Liverpool, mais depuis c'est quand même compliqué. Ouais, c'est pas glorieux, glorieux. Zach, tu veux rajouter un truc sur Benitez? Ouais, bah, juste un petit truc, c'est assez symptomatique en fait de ce qui s'est passé aussi avec Campos, c'est que tu ils ont beau vouloir investir, sur la formation avec un centre, avoir ce discours de, on mise sur la jeunesse, sur l'identité et finalement tu as pris un coach, qui galère depuis 10 ans, qui est à la relance. Pareil au mercato d'été, comme disait, Bilal, il a fait la liste, tu as aussi, Carles Pérez, Javier Manquillo qui sont des joueurs en fait qu'on connaît de nom mais qui performent jamais vraiment. Donc en fait, ça a pris un coach et des joueurs à la relance pour un club qui se veut comme assez novateur. Et donc en fait, la sauce n'a pas du tout pris finalement. Et surtout que moi je continue, enfin je continue sur ce que tu dis, c'est que c'est un club qui aujourd'hui a du budget. Ils ont, signé un Mm. budget à hauteur de 101 millions sur la saison. Donc est-ce qu'on se rend compte? 101 millions pour la saison 2023-2024. C'est un très, très beau budget, surtout pour un club de Juste Liga. pour donner un petit peu un angle à ceux qui nous écoutent, avec ce budget-là, ils sont plus ou moins troisième ou quatrième budget de Ligue 1. Voilà, dans ces eaux-là en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont de l'argent. Et là, je pense qu'on va en parler, on peut en parler maintenant. C'est le nouveau directeur sportif qui est arrivé à la place de Luis Campos, parce que Ouais. Luis Campos, du coup, est parti en décembre 2023. Il a été remplacé par un certain Marco pardon, Garcés. Et ça, pour le coup, ça a l'air d'être un profil intéressant qui ressemble peut-être à quelque chose qui pourra permettre au club de se développer. Je te demanderai ton avis, Zach, après peut-être sur cet homme-là. Mais lui, c'est un profil qui est passé par Liverpool, par Manchester United, où il a bossé avec les jeunes. À Manchester United, il bossait dans le développement et la recherche de talent. C'est quelqu'un qui connaît le foot. Il fait partie d'une famille de footballeurs. Qui ont tous joué avec la sélection mexicaine. Et dans son taf, on va dire plutôt organisationnel, il a une grosse réussite. C'est du côté de Pachuca au Mexique, où il a été chef des scouts, puis directeur sportif. Et il a réussi à développer l'académie, donc ça fit totalement avec ce que veut faire le Celta Vigo depuis des années. Il a réussi à faire de l'académie de Pachuca une référence au Mexique. Par exemple, Irving Lozano sort de là-bas, c'est lui qui le vend au PSV. Derrière, il va au LAFC. Los Angeles FC, pardon. Il est directeur sportif. Il va être champion de conférence 2 années de suite. Il gagne une coupe MLS. Il est vice-champion de la CONCACAF en 2023. Donc bref, c'est quelqu'un qui a plutôt, dans sa jeune carrière de directeur sportif, autour des jeunes, etc., a plutôt des réussites et ressemble vraiment à ce qu'on peut appeler un nouvel élan avec une nouvelle présidente du coup. Ouais. En fait, je vais te donner la parole tout de suite. Zach. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que la fille de Mourinho va plus ou moins devoir faire ce que Mourinho a fait il y a 15 ans. En fait, c'est qu'elle va devoir repartir de la base avec un directeur sportif qui a des innovatrices, se réappuyer sur le centre de formation. Bon, l'avantage qu'elle a, entre guillemets, par rapport à lui, c'est que le club est dans une situation plutôt saine financièrement et qu'elle peut profiter d'installations assez modernes. Mais Zach, on peut continuer à s'attarder un peu sur le directeur sportif là, parce que du coup, il est arrivé en décembre, c'est tout jeune, mais ça enclenche quand même un nouveau processus sportif pour le club. C'est ça, c'est qu'en fait, tu as l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'ils partaient vraiment dans la mauvaise direction et que c'était pas cohérent, d'avoir ce double discours et là, ils se sont assez bien réorientés dans une stratégie où tu mises sur la jeunesse et c'est ce que fait très bien, Marco Garcés, c'est qu'il passe énormément de temps,
à affouter ça au centre. Il y passe des heures à bosser avec les jeunes sur la formation. Et là aussi où il y a un changement de discours par rapport à Benitez, c'est que lui, il veut mettre en place un style de jeu qui soit le même des équipes de jeunes à l'équipe première. Donc ça, c'est un discours qu'on va de plus en plus retrouver aujourd'hui dans certains clubs. C'est vraiment de dire, bah, toi, tu vas être formé au club, on va t'apprendre à jouer de telle manière et tu vas perpétuer cette manière-là, la développer jusqu'à ce que tu arrives en pro. Donc c'est quand même une bonne manière d'intégrer les jeunes joueurs dans, bah, tout simplement dans l'équipe première. Et bah, c'est quelque chose, en fait, avec lequel Benitez n'était pas du tout d'accord avec ça. Et donc c'est là aussi où on perçoit ce changement de stratégie et finalement qui paraît plutôt sain, quoi. Quand tu vois les investissements qui sont mis sur le centre, autant y aller à fond. Ouais, surtout que pour, un peu continuer sur ce que tu dis, c'est quelque chose que disait déjà Carlos Mourinho à l'époque, dans les années 2010. Il disait qu'il voulait intégrer, qu'un joueur, par exemple, qui était en U15 pouvait jouer l'équipe première. Et alors il aurait peut-être pas les capacités physiques, il aurait peut-être pas, toutes les compétences techniques, mais tactiquement, comme tout le monde, tous les niveaux, de la formation jouent pareil jusqu'à l'équipe première, et bah, du coup, il serait capable, en tout cas, de jouer dans ce style de jeu-là. Et c'est quelque chose qui peut-être a tendance à revenir du coup avec ce nouveau changement de cap. Ce qui est plutôt intéressant quand même, c'est que du coup, on voit qu'il y a quand même une présidente qui a l'air, bon là, du coup, la situation sportive l'oblige un petit peu, mais qui a quand même l'air d'avoir la tête sur les épaules et d'être capable de se dire, bon bah voilà, le nouveau projet c'est celui-là, ça tourne autour du directeur sportif et si Rafa Benitez il est pas content, c'est ciao. Ouais, et c'est elle qui a Euh, viré Campos donc aussi en arrivant, hein. Elle a refait oui, voilà, donc tu l'organigramme vois, directement. donc elle a l'air d'avoir une vision plutôt claire de son projet. De toute façon, je pense qu'on a dit beaucoup de choses, les gars, qu'on va pas tarder à conclure cet épisode. Notamment, j'allais prendre la température de votre côté avant tout, sur comment vous voyez justement ce nouveau projet, et cetera. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être qu'on a pu oublier de dire sur ce club ou ce directeur sportif ou la présidente avant qu'on conclue? Peut-être parler du nouveau coach, parce que du coup, voilà, il est là depuis 2 Oui, tu peux matchs. en dire 2 mots, même si on n'a pas vu grand-chose. Alors ouais, parce que mais après c'est peut-être, voilà, c'est pas non plus, un coach qui a beaucoup de références, donc c'est un peu compliqué pour nous de dire, énormément de choses, sur lui. Il a joué 2 matchs, comme le disait Zach tout à l'heure, donc ils ont battu Séville, et fait nul contre le Rayo Vallecano. C'est 2 équipes qui sont, eux aussi, en lutte, pour le maintien. Donc voilà, des adversaires directs. Il prend 4 points en 2 matchs, c'est plutôt pas mal, et surtout il y a un vrai changement. Alors lui, pour savoir déjà, c'était l'entraîneur de la réserve. Voilà, il a pris la place de numéro 1, et il y a un changement qui est notable, c'est qu'ils sont passés à une défense à 3. Ils sont passés à une défense à 3 depuis son arrivée. Enfin, même si une défense à 3, ça ne veut pas dire que tu défends mieux, hein, mais j'imagine que l'idée, c'est quand même de sécuriser un peu plus l'axe défensif d'une équipe qui, comme je le disais tout à l'heure, est quatrième pire défense de Liga. Et voilà, miser aussi, il y a aussi un autre paramètre important, c'est replacer aussi Iago Aspas un peu plus au cœur du jeu, parce qu'on voilà, il a 36 ans maintenant. Ça reste un buteur, hein, c'est un buteur, un des meilleurs buteurs de ces 20 dernières années en Liga probablement, mais c'est quelqu'un qui, au fil des années aussi, aime bien participer au jeu. C'était peut-être pas quelque chose qui était possible, enfin autant en tout cas sous Benitez. On sait que cette saison, il a fait plus de passes décisives, il a moins marqué. Donc je pense que voilà, l'idée dans ce système, c'est d'ailleurs un système qui ressemble un peu à celui que utilisait Tudor à l'OM, donc le 3-4-2-1. Et du coup, tu as Iago Aspas qui est un peu en dessous d'un 9 qui est probablement Larsen. Et du coup, dans ce système-là, tu remets Iago Aspas dans un rôle plus de meneur de jeu, on va dire 9,5, et tu as une plus d'assises défensives peut-être. Donc voilà, en tout cas, pour le moment, ça part bien. Après, c'est toujours dur de se projeter. Non, mais du coup, c'est intéressant ce que disait Biel, c'est que du coup, finalement, ce nouveau coach, on va attendre de voir parce que ça fait 2 matchs, mais comme tu dis, quand tu joues à la relégation, tu prends 4 points en 2 matchs, tu déjà content. Il y a un nouveau système de jeu qui, moi, honnêtement, quand je vois le profil sur le papier et même en fait le recrutement même de cet été, qui me semble coller mieux à l'effectif. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on espère, les gars, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on espère que le Celta va se maintenir pour une simple et bonne raison, c'est que on peut pas trop parler du coach pour l'instant, mais qu'on a le directeur sportif et la présidente qui semblent être des gens compétents, qui ont une vision claire pour ce club-là, qui, on le rappelle, est quand même un vivier entre la Galice, qui a des installations hyper performantes, qui a du budget parce que 100 millions, etc. Donc on veut les voir rester en Liga avec ce fric-là, ces installations-là, pour voir le projet se développer, parce que si ça descend, le projet sera pas le même.
Non, le projet sera pas le même et c'est assez dommage parce que ça veut dire que tu as fait tous ces investissements-là pour, finalement descendre et prendre des années de retard alors que tu peux, vraiment prendre de l'avance sur ces prochaines années. Là, c'est quand même une stratégie qui est assez novatrice et hem et malheureusement, ce qui est dommage, bon, je me répète un peu, mais c'est d'avoir eu ce double discours à la fois, un peu dans la stratégie sportive et même, au niveau de la direction, un peu les histoires que racontait Bilal. C'est que ça a mis des freins pour rien et que tu es en train de retarder un club qui, on le disait au début, on voit pas du tout à cette place-là. C'est que, c'est un club qui pourrait clairement, jouer l'Europe, ces prochaines années, déjà au moins se stabiliser en milieu de tableau et donc, après, on en parlera après. Moi, je pense pas qu'ils vont descendre. Ça a l'air de plutôt bien repartir, mais il faut vraiment tenir. C'est un peu ce qu'on disait avec Sassuolo la dernière fois, d'ailleurs. En fait, l'histoire qu'on vous raconte, je trouve que là, pour le coup, l'histoire qu'on raconte, c'est que ça, là où ça différencie un peu de Sassuolo, c'est que autant Sassuolo, tu vois, on disait genre, bah, en fait, c'est un peu un épiphénomène, on se demande ce qu'ils foutent là parce qu'en vrai, ça bosse pas si mal et machin. Là, l'histoire, c'est un petit peu la même dans le sens où, en fait, on peut pas leur reprocher de magouiller en interne, de faire de la merde, etc., machin. Ça bosse, mais sauf qu'en fait, peut-être qu'il y a un gars qui a pris trop la grosse tête et qui sont tiré une balle dans le pied tout seul en prenant des mauvaises décisions, mais ils peuvent encore repartir. Moi, je propose, les gars, qu'on conclue en essayant de se projeter un peu. Vous, qu'est-ce que vous voyez avec ce Celta Vigo, on va dire, pour la fin de saison? Et Zach en a déjà un peu parlé. Si jamais ça se maintient et que le projet prend forme, est-ce qu'on peut en espérer plus du Celta? Ah, quand tu des moyens, forcément, tu peux espérer. Le truc, c'est que, voilà, il faut, une planification sportive à la hauteur. On parlait tout à l'heure de Marco Garcés, qui a l'air d'être un profil intéressant. Maintenant, il faut le voir à l'œuvre, hein. Le premier mercato d'hiver, bah, on est parti chercher Javier Manquillo, et pas forcément des profils qui ont l'air, complètement non plus, novateurs et qui permettent de faire une plus-value tout de suite dans le 11. Donc, faudra le voir cet été. Moi, j'ai un peu de mal à les voir descendre parce qu'il y a quand même beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même des bons joueurs. Il faut parler peut-être de Larsen. Le Suédois qu'on est à 10 buts cette saison, qui est une vraie réussite, je le disais tout à l'heure, Iago Aspas marque moins, je crois qu'il a mis 5 buts en Liga, c'est complètement inhabituel pour lui. Il passe pas Et mal bah, quand même. Larsen a pris oui, bien sûr, il a 6 passes D, du coup, il a pris un rôle qui est un peu différent, mais justement, Larsen a pris ce rôle de tueur devant le but. C'est un profil qui est, Pour nos qui est, amis, qui est- pour ouais. nos amis nordiques, petite correction, Larsen est bien norvégien, il n'a pas changé de nationalité pendant le podcast. Il est norvégien, mais oui, il est Attention à pas évidemment vexer Thomas norvégien. Badi, je suis sûr qu'il est fan de lui. Et il est évidemment norvégien. Mais bref, du coup, en tout cas, c'est un profil qui est super intéressant, qui est un vrai finisseur devant le but, qui est capable de certains éclairs aussi techniques. Donc voilà, c'est un beau profil. Ça à voir comment ça se développe parce que c'est sa deuxième saison au club et là, il commence à montrer des choses pas mal. Enfin, il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe-là. Il y a aussi le Gabi Veiga qui n'a pas vraiment été remplacé. Finalement, ils avaient recruté cet été un Suédois. Cette fois, on est sûr qu'il est Suédois, je crois, qui s'appelle Svedberg, qui Oui, était censé être un peu, être une voilà, pépite. voilà, être ça, mais il a été blessé pas mal, donc c'est compliqué de jauger. Beltran qui a peut-être essayé de prendre ce rôle-là, mais voilà, je pense que avec des moyens et avec tous les projets qui sont en cours du côté du Celta, et justement avec cette réaction qui a été faite peut-être au bon moment en changeant de coach, avec un coach peut-être plus pragmatique qui va mettre les joueurs à leur poste, hein, façon Gasset. Peut-être que voilà, moi je les vois pas descendre. En tout cas, voilà, s'il y a des bonnes idées et de l'argent, logiquement, en fait, tu peux faire des belles choses et il y a de quoi en tout cas. Et des bonnes personnes pour bien dépenser l'argent. Ouais, Surtout, c'est ça ça. aide aussi un petit peu. De toute façon, qu'on se le dise, je pense que le Celta jouera la relégation jusqu'à la dernière journée. Moi, j'avoue que le projet, tu vois, voilà, on a l'habitude de traiter des équipes comme ça, etc. Moi, c'est un des projets qui m'excite pas mal. Je pense que ça peut donner des choses assez intéressantes parce que, comme tu disais, voilà, le directeur sportif, en effet, pour l'instant, c'est pas hyper novateur, mais il arrive aussi dans un contexte particulier avec un autre coach, avec Benitez. J'aimerais voir ce trio. Peut-être que ce sera pas un autre coach, mais en tout cas, au moins le duo de dirigeants sur un mercato d'été en faisant table rase, etc. Voir ce que ça peut proposer la saison prochaine, plutôt que de voir cette équipe-là qui a rien à faire en fait en Segunda B. Ça veut dire Complètement. qu'autant on peut s'interroger sur est-ce que ils auront des ambitions européennes, machin, etc. Autant ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont rien à faire
en Division 2. Zach, tu veux rajouter un petit mot avant qu'on termine? Ouais, carrément. Au-delà de ce que disait Bilal, déjà que c'est vrai que tu as un bel effectif. Enfin, une attaque déjà, Aspas, Larsen, Bamba, ça a de la gueule quand même, je trouve. Ils vont sûrement se renforcer au prochain mercato parce que, comme on le disait, ils ont les moyens. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la stratégie long terme. C'est que maintenant qu'on voit qu'il y a eu ces investissements pour miser sur la formation et tout, moi, j'avoue que je suis assez fan de ces stratégies long terme où tu mises sur les jeunes du club, tu cherches une stabilité. On avait fait Bilbao, tu vois que ça marche bien. Tu vois des clubs comme Dortmund qui a jamais aussi bien marché que quand en fait ils misaient sur la jeunesse et que là ils arrêtent de le faire et ça marche un peu moins bien. Et pareil, tu vois, un Liverpool qui n'hésite pas à laisser sa chance à des joueurs. Alors bon, après, c'est Jürgen Klopp, c'est spécial, il arrive bien à lancer les jeunes, mais tu donnes la chance à des joueurs qui finalement répondent présent et se mettent directement au niveau. Et donc, je pense que le Celta va arriver à faire ça ces prochaines années, en tout cas, s'ils maintiennent cette politique-là. Et ça peut être assez intéressant, ouais. Bon, si, D'autant si le qu'ils ont. Celta descend et que Alors, si le PSG perd, si le et Celta que le descend, je PSG change perd totalement. ce soir, Si le Celta descend, je change totalement de discours. Non, mais en vrai, là, c'est du foot. Hein. Maintenant, il reste 8 matchs. Ça se trouve, ils vont descendre, mais ce serait C'est vrai que je dommage parce parlais que dans ouais. le qu'il y cas a où de ils quoi se faire. maintiennent parce que ça ralentira un peu les choses, ouais, sinon. Mais ouais, mais en tout cas, le projet est excitant. Et le Celta a l'avantage, entre guillemets, d'avoir fait le même projet il y a 10-12 ans. Donc en fait, ils savent comment faire et on peut que leur souhaiter d'avoir autant de réussite qu'avec la génération Aspas et consorts, où à l'époque, ils avaient quand même sorti pas mal de bons petits joueurs. Les gars, Bilal, Zach, merci beaucoup. Zach a les yeux rivés à son téléphone au cas où on lui Non, non, envoie une non. place gratuite pour le C'est PSG. rien, Je pense que fausse c'était une alerte. arnaque. C'était une fausse C'est- alerte. C'était simplement un numéro Ça- 3212 qui lui a dit bonjour Zach, c'est ton jour de chance. on m'a dit tu as Il est gagné. jeune, il est naïf, il y a encore cru. Ah, c'est fou. Hein. J'ai gagné 4. J'ai En cliqué tout sur cas, un lien, j'ai gagné 4 iPhone 15, je crois. bon, en tout cas, les gars, merci pour cet épisode, c'était grave intéressant. Merci à vous de nous écouter toujours. On va revenir avec plus de clubs malades d'ici la fin de la saison. Et surtout, on vous prépare un gros truc pour l'Euro. Donc, en tout cas, restez connectés et continuez à nous partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous. Et également à nous donner du fric sur Hello Asso. Ça fait du bien. Merci à tous. Ciao, les gars.